Amis chimistes, bien le bonjour à vous. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à l'épisode précédent dans lequel nous avions parlé de la loi de Van 't Hoff, qui permettait d'expliquer l'influence de la température sur l'aspect thermodynamique d'une transformation. Aujourd'hui, étant donné que la température est aussi un facteur cinétique, nous allons nous intéresser à la loi d'Arrhenius et ses conséquences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que pour une transformation chimique, la vitesse de réaction dépend de plusieurs facteurs, en particulier les concentrations des réactifs et la température. Prenons un exemple. Considérons une transformation chimique modélisée par une équation de réaction du type A plus B donne des produits. Alors, il se trouve que pour de nombreuses réactions, celles dont on dit qu'elles admettent un ordre, la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme V égale petit k de T fois concentration de A puissance alpha fois concentration de B puissance bêta, où alpha et bêta sont des coefficients qu'on appelle ordre partiel, qui sont des nombres entiers ou demi-entiers. Les concentrations de A et B sont exprimées en mol par litre, la vitesse de réaction V est exprimée en mol par litre par seconde. Petit k de T est la constante de vitesse dont l'unité dépend des valeurs de alpha et bêta. Vous pouvez la trouver simplement par analyse dimensionnelle. Et donc, comme on s'intéresse aujourd'hui à l'influence de la température sur la cinétique d'une transformation, c'est cette constante de vitesse, petit k fonction de T, qui va nous intéresser maintenant. Cette constante de vitesse, qui dépend de la température, suit très souvent une loi empirique, qu'on appelle loi d'Arrhenius. Et donc cette loi, l'une de ses formes mathématiques, c'est la suivante. Petit k de T égale A fois exponentielle de moins EA sur RT. Définissons les différents termes qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, R c'est la constante universelle des gaz parfaits qui vaut 8,314 joules par Kelvin par mol. T est bien sûr la température en Kelvin. EA, pour assurer l'homogénéité de la relation, forcément va être une grandeur homogène à une énergie molaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et en fait, l'énergie d'activation, ce qu'on va voir, c'est qu'elle est liée à la plus ou moins grande facilité de la transformation à se faire. Enfin, A, c'est ce qu'on appelle le facteur préexponentiel ou facteur de fréquence. Et si vous regardez la relation, vous trouvez assez facilement qu'il va avoir la même unité que la constante petit k. Et comme on l'a vu précédemment, l'unité de la constante petit k va dépendre des valeurs de alpha et bêta, dans le cas qu'on a considéré. Cette énergie d'activation, pour des transformations chimiques, en général, elle prend des valeurs allant de quelques dizaines à quelques centaines de kilojoules par mol. Donc ces deux paramètres, le facteur préexponentiel A ou facteur de fréquence et l'énergie d'activation EA, sont des paramètres empiriques qu'on va déterminer expérimentalement. On les appelle souvent d'ailleurs les paramètres d'Arrhenius. Alors pour déterminer expérimentalement ces paramètres, facteur de fréquence et énergie d'activation, il suffit de linéariser la loi d'Arrhenius qu'on vient de voir. Donc vous appliquez un logarithme népérien et vous tombez sur ln de petit k de T égale ln de A moins EA sur R fois 1 sur T. Ensuite, vous mesurez K à différentes températures, vous tracez ln de petit k en fonction de 1 sur T. Vous pouvez réaliser une régression linéaire comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Et si la loi est bien linéaire, c'est que vous avez une dépendance du type Arrhenius et que vous pouvez en déduire les deux paramètres, facteur de fréquence et énergie d'activation, par identification. J'en profite pour vous faire remarquer que c'est exactement la même démarche qu'on avait suivie lorsqu'on souhaitait déterminer l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction quand on avait étudié la loi de Van 't Hoff. Il existe des cas, certes plutôt rares, où la constante de vitesse ne suit pas tout à fait une loi du type Arrhenius, c'est-à-dire que ln de petit k en fonction de 1 sur T n'est pas linéaire. Bon, dans ce cas, on peut quand même définir une énergie d'activation à partir de la forme différentielle de la loi d'Arrhenius, comme étant RT carré fois d de ln de petit k sur dt. C'est par exemple ce qui peut arriver quand vous avez un effet tunnel. On n'en parlera pas ici. Pour discuter de cette loi d'Arrhenius, il est également intéressant de l'écrire sous une autre forme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la forme linéarisée qu'on a écrite avant. Donc ln de k égale ln de a moins EA sur R fois 1 sur T. Et vous dérivez par rapport à la température. Et on ne se plante pas en dérivant. Sinon, c'est un aller-retour. Et vous dérivez par rapport à la température, et là, boum, vous tombez sur d de ln de k sur dt égale l'énergie d'activation sur RT carré. Oh, cette forme mathématique ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Bien sûr que si! Elle présente exactement la même forme mathématique que la loi de Van 't Hoff qu'on a vue dans la vidéo précédente.
ce qui implique que l'énergie d'activation est à la constante de vitesse, ce que l'enthalpie-histoire de réaction est à la constante d'équilibre. Autrement dit, le signe de l'énergie d'activation vous donne le sens de variation de la constante de vitesse. Sauf que, contrairement à l'enthalpie-histoire de réaction qui peut être positive, négative ou nulle, la quasi-totalité des transformations chimiques présentent une énergie d'activation positive, donc cas exotique mis à part. Et donc là, paf! On en conclut que dans le cas général, cas exotique mis à part, la constante de vitesse est fonction croissante de la température, et par suite la vitesse est fonction croissante de la température. Donc il est logique, si vous voulez améliorer la cinétique d'une transformation chimique, de chauffer. Je me permets ici d'ouvrir une parenthèse pour m'assurer que vous saisissez bien les informations contenues dans les grandeurs qu'on étudie, thermodynamique d'un côté, cinétique de l'autre. Alors étudier la thermodynamique d'une transformation, c'est-à-dire s'intéresser à des grandeurs telles que la constante d'équilibre ou l'enthalpie-histoire de réaction, ça revient en quelque sorte à s'intéresser à la variation d'énergie entre un état initial et un état final d'équilibre, qu'on obtiendrait au bout d'un temps suffisamment long, voire infini si nécessaire, indépendamment de la manière dont on passe réellement de l'un à l'autre. D'un autre côté, étudier l'aspect cinétique de la transformation, c'est s'intéresser à la loi de vitesse et aux paramètres qui interviennent dedans, comme l'énergie d'activation. Autrement dit, c'est s'intéresser à la rapidité avec laquelle va se faire la transformation. Et sur le plan énergétique, ce qui va être déterminant, c'est de savoir si le système, dans son état initial, possède suffisamment d'énergie pour franchir assez rapidement les différentes étapes de la transformation. Ce qui lui permettrait de finir ses jours dans l'état final prévu par la thermodynamique. Par exemple, la thermodynamique nous enseigne que la transformation du carbone diamant en carbone graphite est une transformation spontanée. Pourtant, comme ceux d'entre vous qui portent des diamants le savent bien, cette transformation n'est pas observée dans des conditions normales de température et de pression. En fait, l'énergie d'activation est tellement énorme qu'il faudrait vivre plusieurs milliards d'années pour pouvoir l'observer. On dit en fait que cette transformation est cinétiquement bloquée ou encore que le carbone diamant est dans un état métastable. Cela étant dit, je ferme la parenthèse. Alors, à la fin de la vidéo précédente sur la loi de Van 't Hoff, on avait parlé d'une réaction d'estérification et on est arrivé à la conclusion que malgré le fait que cette transformation soit athermique, c'est-à-dire non influencée thermodynamiquement par la température, on chauffait le milieu réactionnel à l'aide d'un montage de chauffage à reflux. En fait, pour notre réaction d'estérification et pour la plupart des réactions qu'on a en chimie organique, généralement, on chauffe non pas pour des raisons thermodynamiques, mais simplement pour accélérer la transformation chimique, qui serait trop longue autrement. Alors pour vous donner une idée, pour une réaction en solution, augmenter la température de 10 degrés revient à multiplier la constante de vitesse par un facteur allant de 2 à 4, ce qui est déjà pas mal. Alors, dans certains cas, on va également chauffer parce que certains réactifs ne sont pas assez solubles dans le milieu, et donc comme on a vu la dernière fois, si j'augmente la température, je vais également augmenter de manière globale les différentes solubilités. Bien, alors on a vu qu'on pouvait améliorer la cinétique de la réaction en chauffant. Maintenant, si vous regardez cette loi d'Arrhenius, il y a un second paramètre sur lequel on aimerait jouer, qu'on aimerait bidouiller pour avoir une meilleure cinétique. C'est l'énergie d'activation. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour la réaction d'estérification qui nécessite l'utilisation d'un catalyseur acide afin d'être cinétiquement viable. Alors, avant de vous raconter le principe de la catalyse, je vais faire un petit détour pour vous donner 2-3 éléments supplémentaires afin de bien comprendre. Déjà, on va se mettre dans un cas simple où la réaction entre nos réactifs A et B, c'est une réaction élémentaire. C'est-à-dire une réaction qui ne demande qu'une seule étape du point de vue microscopique. Dans ce cas de figure, afin de visualiser la situation, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise un profil réactionnel qui représente l'énergie potentielle de l'agrégat d'atomes qu'on a, donc dans les réactifs, le complexe activé ou les produits, en fonction d'une coordonnée réactionnelle, qui elle est liée aux paramètres géométriques, distance interatomique et angle de liaison, qui vont varier au cours de la réaction. Alors l'énergie d'activation, on peut la faire apparaître sur ce profil énergétique comme étant l'écart énergétique entre les réactifs et le complexe activé. Elle correspond d'une certaine manière à l'énergie cinétique minimale que doivent avoir les réactifs pour franchir la barrière d'activation et conduire à la formation des produits. D'ailleurs, le facteur exponentiel de -EA sur RT que vous rencontrez dans la loi d'Arrhenius vous donne la proportion des molécules de réactifs qui respectent cette condition énergétique.
J'ouvre à nouveau une parenthèse pour vous dire que pour un acte élémentaire, si la différence d'énergie potentielle microscopique entre les réactifs et le complexe activé vous renseigne sur la cinétique, via l'énergie d'activation, la différence d'énergie entre les réactifs et les produits vous renseigne sur la thermodynamique. Alors bien qu'ici il soit impossible d'établir un lien direct entre l'énergie potentielle microscopique et les grandeurs thermodynamiques qu'on a étudiées précédemment, on peut se contenter de voir que les produits sur le profil réactionnel que je représentais ici étant plus bas en énergie que les réactifs, le processus s'accompagne d'une libération d'énergie vers le milieu extérieur et c'est donc un processus exothermique. Revenons à notre problématique de la catalyse. On souhaite accélérer une transformation dont l'énergie d'activation est trop importante pour qu'elle soit rapide. Un catalyseur n'intervient pas dans l'aspect thermodynamique d'une réaction. En fait, il va permettre d'accélérer une transformation chimique en modifiant son mécanisme réactionnel. Au niveau microscopique, le boulot du catalyseur, c'est de décomposer un acte élémentaire à grande énergie d'activation en une succession d'actes élémentaires d'énergie d'activation plus faibles. Le tout en changeant de chemin réactionnel, donc de coordonnées de réaction. De sorte que globalement, la transformation chimique va être accélérée. C'est un peu comme si je prenais deux cyclistes qui voulaient passer d'un côté à l'autre d'une grande montagne. J'en ai un, il se pose pas de questions, il va tout droit et donc il va devoir monter toute la montagne pour pouvoir redescendre après. De sorte qu'il va dépenser énormément d'énergie et que du coup ça va lui prendre du temps pour arriver. Le second cycliste, peut-être un peu plus malin, va choisir un autre chemin, comme s'il allait un peu contourner cette montagne, de sorte à passer par les bosses les moins possibles. Donc il aura beaucoup plus de bosses, mais chaque bosse lui demandant moins d'énergie, il sera beaucoup plus rapide pour arriver du même état initial au même état final. Lorsque vous étudiez une transformation chimique, n'oubliez pas de vous intéresser à ces deux aspects, thermodynamique et cinétique, car les deux doivent être validés pour que la réaction soit observable. Ce que nous avons vu à travers ces deux dernières vidéos, c'est que la loi de Van 't Hoff et la loi d'Arrhenius permettent de comprendre l'impact qu'a la température, respectivement sur l'aspect thermodynamique et l'aspect cinétique de la transformation. Pensez toujours du coup à analyser ces deux facteurs conjointement. Bien entendu, explosez les pouces en l'air, partagez le contenu à l'attention de vos amis chimistes, réagissez dans les commentaires, posez vos questions, c'est fait pour ça. Et enfin, je suis ravi de vous annoncer que ces bases dont nous avons besoin étant posées, nous allons pouvoir nous donner corps et âme à la chimie organique expérimentale dès les prochaines vidéos. Donc je vous donne rendez-vous au labo dans le prochain épisode pour parler du montage de chauffage à reflux. Ah. Allez, salut.